Bonsoir à tous et à tous. Tu m'entends, Malkou? Je t'entends toujours pas. Quitte et reviens. Un petit souci technique, on est à vous tout de suite. Je t'entends toujours pas. Sors et quitte et reviens. Reviens. Sors et reviens. Donc, il a un petit souci technique, donc il va arriver, vous inquiétez pas. On va aborder le sujet important, donc on va parler de chamanisme. On va aborder aussi un sujet sur l'archéologie et on va parler aussi de sacrifice, comme ça a été dit lors de la présentation du live. Et donc, le temps qu'il arrive, on va faire une brève présentation. C'est les aléas du direct. Je suis désolé. Alors, je vous ai mis en lien sur en dessous de la vidéo. Vous irez voir. Donc, Malkou Haribalo, qui est-ce? Alors, c'est un artiste sensible et promoteur de la culture andine. Il est chercheur, historien des sites du Pérou et il est chaman. Il a collaboré dans les années 80 en tant que coéditeur de livres sur la médecine naturelle. En 97, il a présenté son livre The Walking of the Puma. Il s'est révélé sur une expertise dans la compréhension des connaissances ésotériques au sein de l'archéoastronomie andine. Malkou, dans l'éveil du Puma, il nous apporte une preuve physique convaincante d'une époque de l'histoire andine où les ancêtres indigènes du Pérou vivaient et célébraient une telle connexion de conscience, interdépendance sur la Terre et le cosmos. Rien de tel qu'un natif pour discuter de la culture de son peuple, un homme qui va vous emmener à penser loin en dehors de la boîte. Ah, ça y est. Ça y est. C'est bon, Malkou. J'ai dû de faire une adaptation, un changement, et bon, j'espère que ça va marcher. Et désolé parce que j'ai dû de changer des connexions. Il n'y a pas de souci. Alors, en tout cas, bonsoir Malkou. Sois le bienvenu sur ma chaîne Histoire et Révélation. Je suis très heureux de te recevoir de nouveau. On va aborder plusieurs sujets. On va aborder le chamanisme, un peu sur l'archéologie et si tu veux bien aussi sur les sacrifices. Parfait, parfait.
Alors, tu veux qu'on commence? On va commencer par le chamanisme. Bien, bien, parfait. On commence là. Ok. Alors, quelle est la différence, la différence entre le chamanisme inca par rapport aux autres chamanismes qui peuvent exister? Parfait. Et bon, avant d'aller dans le sujet, j'aimerais vous inviter pour faire une respiration profonde pendant quelques secondes. Et depuis cette terre de lumière où la Pachamama vibre et est active, on demande la permission pour pouvoir rentrer dans les différentes dimensions et comme ça partager avec tous la sagesse de nos ancêtres. Et on invoque au grand esprit de Wiracocha de nous inspirer et comme ça pouvoir enseigner ce qu'il faut dans ce moment à tous. Et avec une respiration profonde, on va offrir notre salutation et remerciement pour cette opportunité. Parfait. Parfait, Seiko. Alors, sur la partie du chamanisme, et normalement, quand la culture occidentale ou les spécialistes, et le siècle dernier spécialement, ont commencé à s'intéresser sur différentes pratiques qu'il y avait dans la planète. Ils sont arrivés dans différentes terres et l'expression chaman, chamanisme, a comme origine pour la culture occidentale à partir de la Sibérie. Et apparemment, dans les rencontres que certains professeurs ou chercheurs ont eues dans cette partie de la planète, ils ont retrouvé des gens qui étaient en contact avec une sagesse différente. Et cette sagesse servait pas simplement pour soigner quelqu'un, aider à améliorer la vie de quelqu'un, sinon aussi d'une manière active pour l'organisation de la communauté. Et ce type de gens-là, ils avaient des pratiques personnelles et souvent dans le monde des ancêtres, la partie rituelle, c'est assez importante parce que la partie rituelle, d'une manière facile à comprendre, c'est la manière avec laquelle on se communique avec l'invisible ou avec des énergies ou des forces qui existent sans nécessairement les voir directement. Alors, ces individus avaient des pratiques, mais aussi avaient un rôle de guider sa communauté, son peuple. Alors, si nous, on va prendre ce premier rapprochement et on va aller à n'importe quel endroit de la planète, on va retrouver dès qu'ailleurs, il y avait aussi de différents individus, hommes ou femmes, qui avaient des pratiques similaires pour comprendre les énergies et pouvoir aider aux autres et participer dans l'organisation de sa communauté. Alors, dans ce côté-là, je dirais qu'il n'existe pas de différence. Parce que la pratique, à la fin, devrait être aider quelqu'un, aider pour améliorer la vie des autres, mais aussi participer directement de la communauté. Et plus tard, évidemment, dans la société. Alors, la différence peut-être, à la fin, ça sera de que ici, ça se développe une grosse société. Et dans cette société, les différents professeurs, les sages, les maîtres, jouaient un rôle beaucoup plus important que simplement de donner une guidance à la communauté, sinon ils participaient déjà dans la nation, dans la société entièrement. Alors ici, ça avait pris une autre dimension, Pourquoi? Parce que nos ancêtres ici, ils n'étaient pas satisfaits de garder l'harmonie dans leur communauté, sinon qu'ils devraient explorer aussi la planète et sauter au cosmos. Et dans cet aspect-là, la connaissance sur la dynamique céleste, c'était assez importante.
comme par exemple connaître sur les manifestations solaires, lunaires, et s'organiser en relation à ça, pour pouvoir vérifier l'arrivée des solstices, équinoxes et plein d'autres choses. Alors, ça sera la partie différente de nos ancêtres. Mais au départ, le chamanisme doit être égal partout, ayant le but d'améliorer leur communauté. Alors, comme ça, je dirais que peut-être les Occidentaux, quand sont arrivés en Sibérie, ils ont pris simplement un côté. Mais s'ils seraient arrivés ici dans les ondes, ils allaient retrouver aussi des individus connectés à la partie énergétique sensible des éléments, de la nature, des animaux, de la planète. Voilà. Ok. J'ai vu que tu sais que les chamans, on va parler, ils avaient un rôle important dans la communauté. J'ai vu et j'ai entendu qu'ils avaient comment dire, c'est les chamans qui, à l'époque, qui guidaient et qui conseillaient le peuple. Est-ce Correct. qu'aujourd'hui, c'est plus le cas aujourd'hui? Non, aujourd'hui, devrait être la même chose. Le problème, c'est que l'expression chamanique est devenue tellement populaire et le chaman est devenu tellement mystérieux de que n'importe qui, dans n'importe quel coin de la planète, qui est typé, habillé de certaines manières, ou qui a eu un rapproche avec certaines pratiques ritualistiques, les gens les donnent l'appel de devenir le chaman. Mais cet individu, s'il ne joue pas un rôle communautaire et aujourd'hui, pourquoi pas planétaire, c'est un individu simplement. On ne peut pas les appeler chamans à tout le monde, même si dans la compréhension de l'individu, on va dire que celui qui a de la sagesse, de la connaissance est un chaman, alors toute l'humanité sont des chamans. Mais là, alors pourquoi est-ce qu'on va les appeler comme ça? Il suffira simplement de donner la reconnaissance à quelqu'un qui a de l'information ou une connaissance quelque part. Mais si on va jouer un rôle dans la communauté et dans la planète, là, on rentre dans l'appréciation et reconnaissance d'appeler à quelqu'un peut-être le chaman. Mais si ce n'est pas le cas, il y a tellement de guérisseurs dans la planète, il y a tellement de soignants dans la planète, mais normalement, ce sont des soignants qui sont en charge des individus d'une manière particulière, et voilà, ça c'est leur but, leur travail. Mais le chaman devrait avoir un rôle communautaire et planétaire aujourd'hui plus que jamais. Parce qu'on a beaucoup plus de liens, on a beaucoup plus d'informations. La technologie nous a mis pour être en contact un face à l'autre, comme aujourd'hui, tu es en France, je suis ici dans les ondes de Cusco. Alors, aujourd'hui, on devrait avoir un rôle beaucoup plus fort qu'ailleurs, que dans le passé. Parce que dans le passé, on était limité par la géographie, par la communication directe. Aujourd'hui, ça devient massif. Alors, dans cet aspect-là, je dirais que les grands problèmes dans la nouveauté, disons comme ça, sur l'expression chamanique, c'est d'appeler à n'importe qui chaman. Et ça, c'est le problème. Et ici à Cusco, c'est devenu tellement populaire dans la recherche mystique que les gens ils croient qu'arrivant ici, depuis l'aéroport ou les taxis ou n'importe qui dans le restaurant qui fait le service, etc., tous sont des chamans. Et ce n'est pas le cas. Parce que les chamans, au départ, c'était les sages, c'était les maîtres, c'était celui qui guidait. Et si cette terre sera peuplée de chamans, alors Cusco devrait être la ville pour guider le destiné de la planète. Et ce n'est pas le cas. Alors là, il faut être vraiment bien situé pour ne pas romantiser cette expression et se servir de manière qui ne s'ajuste pas à la pratique ancienne ou à la pratique de respect
sur l'individu et la nature. Alors, j'ai beaucoup de respect sur les soignantes, sur les gens qui sont des thérapeutes et qui font leur travail, mais que peut-être ils ne jouent pas un rôle nécessairement communautaire tel qu'on peut le comprendre. Mais le chaman devrait participer dans l'organisation de la communauté et la planète si possible. D'accord. Et justement, toi, de quel œil tu vois, parce que les Occidentaux, quand ils viennent au Pérou, surtout du côté de Cusco, comme tu l'as dit, c'est pour rencontrer des chamans, comme tu l'as dit. Et il y a tellement de, tu sais, tellement de, on va dire, de publicité, tellement. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que je pense que c'est plus un côté malsain. Il y a toujours une question d'argent ou autre, alors qu'à la base, les chamans, c'est quelque chose de très, comment on pourrait dire, très personnel. C'est pas, oui, j'arrive là-bas, débarquer, je vais venir à Cusco pour aller voir le chaman. Non, c'est quelque chose de bien. Et c'est ce que j'ai pu ressentir, moi, quand j'entends parler de chaman, surtout du côté du Cusco, que c'est tout simplement devenu plus que commercial. On a tous les deux aspects. Et je vais donner un exemple facile à comprendre. Et ici, on est situé à 3003-3004 mètres d'altitude. Alors, depuis le débarquement à Cusco, les gens, ils sortent de l'aéroport et ils peuvent sentir, les gens, l'impact de la manque d'oxygène. Alors, si on a la manque de l'oxygène ici, notre corps a besoin de certaines quantités pour pouvoir agir d'une manière régulière. Mais à cause qu'on n'a pas tout ça, le corps commence à avoir une sorte d'irrégularité à tel point que les battements cardiaques, la digestion ou la tête commencent à ne pas agir d'une manière équilibrée. Alors les gens, ils commencent à sentir ça. Si jamais ces gens-là sont au trajet, disons comme ça, de Cusco à la vallée sacrée pendant quelques kilomètres, pendant une heure et demie de trajet, et si en route, par exemple, après qu'ils ont pris le taxi, en route, quelqu'un se sent mal, le taxi, la personne qui conduit la voiture, peut arrêter en route, sortir de la voiture, prendre quelques herbes qui existent en route et approcher et venir à la personne et le faire sentir, respirer cette herbe, et la personne peut se sentir un tout petit peu mieux parce qu'il y a certaines herbes que si on les connaît très bien, on l'appelle muña par exemple, que c'est de la famille du thym, et que c'est assez agréable et profond quand on respire, comme si ça nous amène au poumon pour nous renforcer. Si la personne sent ça, ce bien-être pendant ce trajet-là, dans sa mémoire, ça sera de que tiens, a reçu sa médecine en altitude et que le chaman qui dirigeait la voiture, le taxi, voilà, lui a offert ça. Cette mémoire va rester pendant quelques temps et quand elle va le partager ou lui va le partager ailleurs, va dire ah, je me rencontrais avec le chaman. Alors là, tu vois qu'il y a une confusion et tout le monde peut le faire, ça. Ce n'est pas inconnu, c'est populaire ici. Mais j'ai vu tellement de cas comme ça et qu'à la fin, les gens considèrent que il suffit d'être un petit peu ou de la région, bon et voilà, pour donner cette catégorie de reconnaissance à quelqu'un qui ne joue pas un rôle dans la communauté, mais simplement un service direct. Ça, c'est un côté pratique, hein, sont des choses qui se passent. L'autre aspect, c'est que la publicité mystique a créé l'image de que l'indigène, c'est celui qui préserve la sagesse de nos ancêtres. Et je dois dire qu'ici, à Cusco, comme dans le pays ici, jusqu'il y a très peu d'années, les 90% de la population était catholique et il y avait un autre pourcentage qui était des chrétiens en général.
et très peu des autres peuples. Ce qui indique que la majorité des gens ici étaient liés à une croyance religieuse occidentale. Alors, si ça c'était le cas, il faut comprendre que ces gens-là, il suffisait d'être indigène pour pouvoir lui offrir comme un individu qui gardait une sagesse, disons, des Incas, par exemple. Et ce fait qui était d'une manière proposée par des groupes des étrangers est devenu un tout petit peu populaire, à tel point que ça, c'est ce qui s'offre dans le marché, à tel point qu'il y a des gens qui ont reçu cette information et croient que parce que les gens sont des indigènes, ils sont typés, bon voilà, et ils sont reconnus comme des chamans, mais pas du tout. Sont des chrétiens, sont des catholiques et tout ça. Alors, il ne suffit pas d'être indigène pour pouvoir représenter la sagesse d'un peuple. Et ça, je le dis en général, soit pour l'Égypte, soit pour les Mayas, les Mexicains ou des autres peuples. Parce qu'on ne peut pas arriver en Égypte et autour de Giza ou du Caire dire, bon, tiens, oh, voilà, tous les Égyptiens-là sont les descendants qui ont préservé la sagesse de comment construire la pyramide, les pyramides. Et si on le demande à ces gens-là, ils n'ont aucune idée comment est-ce que les pyramides ont été faites. Et ça sera la même chose ici, à tel point que même l'habitant de Cusco ne sont pas tout le monde qui connaît, par exemple, le Machu Picchu ou les endroits de notre histoire. Mais ça peut se créer une confusion en relation à ça par la publicité. Oui, c'est ça. Alors, quelles sont les anciennes pratiques ésotériques des Incas? Alors, je ne pourrais pas dire quelles sont les anciennes, parce que tout ça s'était perdu et disparu. Je ne peux pas dire comme ça catégoriquement, c'est ça ce qu'ils faisaient nos ancêtres. Ça, il n'existait pas. Et si jamais il y a quelqu'un qui ose de le dire, il n'existe pas des évidences. Peut-être dans leur tête, mais pas des évidences historiques de ça. Par contre, on a tellement des endroits de puissance qui ont été créés par nos ancêtres, et c'est grâce à l'existence de ces centres de puissance ce que nous, on peut arriver à comprendre de plus en plus qu'est-ce qu'ils pratiquaient. Par exemple, on arrive dans un centre de puissance où il y a des évidences archéologiques, des constructions, des structures et tout ça. Et arrivant dans ces structures, on découvre aussi que partout sont liées à des structures rocheuses qui, dans le processus évolutif, se sont formées et les rochers sont un peu partout. Dans les rochers, nos ancêtres, ils ont taillé des trônes, des escaliers, des accès, d'une manière impeccable, formidable. À tel point qu'on arrive dans certains endroits où il y a des trônes taillés dans les rochers, où on peut s'installer, s'asseoir, et en face, il y a un autre rocher. On ne pourra pas dire que ce trône, il avait créé pour aller s'asseoir et avoir un pique-nique, par exemple. Pas du tout. Parce que si ça c'est le cas, on s'assied n'importe où, et on peut manger, on peut s'asseoir pour profiter du paysage. Mais là-bas, ils avaient taillé dans le rocher des trônes pour t'inviter à aller t'asseoir. À regarder quoi? Rien, parce qu'en face, tu en as un autre rocher. Le but, c'était d'aller s'asseoir, s'installer et peut-être pratiquer des méditations, des moments de connexion personnelle, ou il y a des autres endroits où ils avaient taillé une sorte de pédestal de pieds, une sorte d'endroit où on pouvait s'installer debout, entre rochers, à tel point que quand nous, on lève la tête, on verra qu'on se retrouve aligné dans le moment où il y a le passage du soleil par le zénith, à tel point qu'on deviendra une sorte de pont entre la terre et le ciel parce qu'on sera aligné. Quand on retrouve des exemples comme ça, on se dit, mais tiens, il y avait
certaines raisons par lesquelles ils avaient travaillé en tout ça. Alors, ça, c'est la question d'évidence archéologique, historique importante. D'un autre côté, il y a des communautés, il y a des peuples, des individus qui, pendant les dernières 2 décennies, ils ont réappris des choses par le contact qu'ils ont eu avec les Occidentaux. Pour dire un exemple, il y a une vingtaine d'années, 25 ans dans le passé, à la fin du siècle dernier, dans les années 95-90, et techniquement, quand on se retrouvait avec des indigènes, disons comme ça, des membres des communautés, et parce que c'était un peu plus folklorique, disons comme ça, et on les faisait participer avec des rencontres avec des Européens, des Nord-Américains ou des autres peuples. Ils étaient d'une manière surpris par la sorte d'intérêt que les Occidentaux ils avaient. Et si jamais on demandait à ces gens-là de pouvoir participer et créer une sorte d'offrande, une sorte de rituel, souvent tout ça était lié à l'Église, à tel point que dans leur invocation, dans la cérémonie, ils invoquaient au sein de l'Église à Jésus, à Marie, le pape. Alors, c'était plein de ça. Mais peu à peu, ils ont vu que les Occidentaux ils n'étaient pas nécessairement intéressés pour avoir un rituel, disons comme ça, avec des invocations chrétiennes. Et peu à peu, ils ont dû réapprendre. Et maintenant, ils ont appris, certains de ces individus, ils ont appris que peut-être l'introduction d'un quartz, d'une pierre en cristal, l'introduction d'un tambour, ça devient intéressant face aux yeux des Occidentaux. Alors, ils ont dû réapprendre en connexion avec les Occidentaux. Et ça, je ne pourrais pas dire que ça appartient à nos ancêtres. Mais c'est tellement facile de le dire parce que si les Occidentaux ou les étrangers, ils ne connaissent pas cette réalité, ils vont tout confondre. Alors, quand la question c'est quelle était la pratique ésotérique de nos ancêtres, on ne les connaît pas. Si jamais il y a quelqu'un qui le dit de nouveau, il n'existe pas des évidences historiques, sauf des pratiques que certains individus ont appris dans les derniers temps grâce au contact avec les étrangers, ou quelques-uns qui ont créé dans des conditions différentes une sorte de rituel parce que quelqu'un les a partagés, mais que ce n'est pas l'évidence d'une pratique réelle de nos ancêtres. Alors là, il faut il faut être ouverte et il faut simplement ne pas croire en tout ce que le média, Internet et le discours des touristes font. Ça, c'est un problème. Ouais, bah oui. Alors, justement, dis-moi, quelle est l'étoile mère? L'étoile mère? Oui, l'étoile mère des anciens Incas. Tu veux dire le soleil, tu veux dire la lune? Ah, alors, bah voilà, le soleil, bah oui. Le soleil. Oui. Et dis-moi, est-ce que quelles étaient la connaissance astronomique des Incas? Mais est-ce qu'on a quelque chose de concret pour savoir réellement s'ils connaissaient l'astronomie ou pas? Parce que vu que tu as été perdu... Non, de ça, on a plein d'évidences. On a beaucoup. Peut-être ce qu'on a de plus, c'est l'évidence astronomique. Et un exemple, Cusco était désigné comme la ville ayant la forme d'un puma. Imagine-toi un puma. Alors voilà la forme du puma. Ça, c'était la ville de Cusco. Et si nous voyageons, si nous projetons l'image du puma, et dans cette image, on essaie de visualiser la colonne vertébrale du puma,
Ici, il existe une rue qui s'appelle comme ça, la colonne vertébrale du Puma, Puma Kurku. Alors, dans cette rue, il existe encore des structures de construction de nos ancêtres, entre temples, entre des palais, des maisons, au long de la colonne vertébrale. Alors, quand le soleil naît le 21 juin, les premiers rayons du soleil vont toucher la tête du puma. La partie supérieure sont touchées par le soleil. Après que le soleil se lève et touche la tête du puma, le soleil continue à monter et les rayons commencent à illuminer la partie de base de Cusco, où se trouve la queue du puma. Et depuis le moment que le soleil, par son élévation, arrive à la base de la colonne vertébrale, le soleil va illuminer en ordre chaque pâté de maison au long de la colonne vertébrale. Tout ça, ça se trouve expliqué dans mon livre « L'éveil du puma ». C'est un phénomène astronomique que je le découvre en 1994. C'était un phénomène assez impressionnant. Je découvre ce phénomène après faire des observations pendant des mois et des mois, des méditations et des voyages intérieurs. Je découvre comment est-ce que ce phénomène astronomique fonctionne. Ça, c'est un exemple, hein, mais il y en a plein. Dans différents endroits, on a des structures alignées à la naissance du solstice de juin, solstice de décembre, équinoxe de mars, équinoxe de septembre. On a plein de ça. Mais c'était inconnu. C'était récemment, à partir des années 90, hein, qu'on commence à le redécouvrir. Je redécouvre beaucoup de ces événements et il y a des autres collègues qui également ont découvert des autres. Mais aujourd'hui, on a une base informatique sur l'évidence astronomique et c'est surprenant. Alors, ça nous arrive à comprendre de que pour créer un observatoire astronomique, tout d'abord, il faut avoir un toit pour se protéger. Il faut avoir à manger pour ne pas être en souffrance de ne quoi avoir à manger le lendemain. Alors, ce qui indique de que pour arriver à avoir une connaissance astronomique, il faut avoir les bases données. La base de la vie doit être conquérée. Alors, toutes ces évidences sont visibles et je partage dans mes livres certaines de ces évidences qui étaient inconnues. De nouveau, les gens, avant les années 80, ils ne le connaissaient pas dans le siècle dernier. C'était à partir des années 90 qu'on commence à redécouvrir tout ça. Et ça m'a arrivé à moi de pouvoir participer dans toutes ces découvertes. Et aujourd'hui, dans ce côté, on a beaucoup d'informations et à nos groupes, les gens qui arrivent, les pèlerins, on les indique, on les montre. Ils voyagent, ils arrêtent dans un endroit de puissance, ils donnent les exemples. Qu'est-ce qui se passe là, comment on arrive, etc., etc. Alors, ça nous amène à comprendre une autre pratique initiatique, d'être réveillé toujours avant le lever de soleil. Que c'est une pratique personnelle et que certainement pour comprendre comment est-ce que la lumière jouait un rôle assez direct, les gens devaient être réveillés avant le soleil. Et ça, c'est assez intéressant. Et c'est une pratique que moi, j'avais avant de découvrir tout ça. Et quand j'ai découvert des choses, évidemment que je continue parce que ça, c'est déjà une partie de ma discipline personnelle. Alors, de l'astronomie, on a beaucoup d'évidences, plus que dans n'importe quelle autre région de la planète. De ça, on a beaucoup. Et justement, quand tu as découvert avec le soleil sur le puma, quelle a été ta réaction? J'étais tellement heureux ce matin. En fait, mais avant l'année 1094, quand je découvre ce phénomène, en 1992, je découvre déjà un autre phénomène assez important à Machu Picchu. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si le soleil m'aurait aidé à ouvrir des yeux, oui. des yeux à tel point
dès que devient ma période initiatique dans un autre côté de ma vie. Même si avant, j'étais déjà dans toute la pratique spirituelle, à partir de 1992, par un événement astronomique que je découvre, ma voyance intérieure s'éveille. Et je peux observer, sentir et être aligné dans des autres endroits et comme ça comprendre. Et à partir de là, il y a une suite de redécouvertes que je fais. Et en 1993, je découvre un autre phénomène assez important quand j'étais dans un centre initiatique qui avait une histoire assez simple, une histoire avec laquelle je ne ressentais pas qu'elle était correcte. Et chaque fois que j'allais, je demandais pour avoir des guidances, mais un jour, dans le solstice de juin 1993, j'arrive dans cet endroit et je m'installe pour suivre ma méditation, demandant à la Pachamama, à la Mère Terre, qu'il devrait exister quelque chose d'autre qui n'était pas encore révélé à moi dans cet espace. Et je me suis mis en méditation, et après, quand j'ouvre mes yeux, après une quarantaine de minutes, ce qui était devant moi, dans un espace où il y avait deux protubérances, c'était que le soleil avait illuminé les deux protubérances et projeté des ombres, à tel point que tout l'ensemble faisait le dessin du visage du plumard. Quand je découvre ça, j'étais tellement choqué, impressionné et heureux que ce jour-là, je suis redescendu en courant plus rapidement à Cusco pour essayer de noter ce que j'avais vu. Et le lendemain, je reviens sur l'endroit pour observer précisément comment est-ce que le phénomène s'est passé. Et après que je marque tous ces événements, ça donne naissance à mon premier livre qui s'appelle L'éveil du plumard. Alors, ce livre-là, je l'ai publié en 1997. Ça fait déjà presque 26 ans que je publie ce livre-là et que ça a aidé à des autres chercheurs pour comprendre un peu plus comment est-ce que nos ancêtres travaillaient sur les alignements géomagnétiques et tout ça. Alors aujourd'hui, on a vraiment beaucoup d'informations parce que se sont passées presque une trentaine d'années sur tous ces événements. Ok. Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de... Est-ce qu'on a des sites archéologiques où il y a eu justement des pratiques chamaniques qui existent au Pérou ou pas du tout? Est-ce qu'il y a quelque chose Non, tous les centres archéologiques ont des temples, des hôtels, des endroits d'observation. Et s'il y a des temples, évidemment, que dans les temples, nos ancêtres ils faisaient des pratiques ritualistiques. Certainement que oui, parce que le rituel, c'est une manière de dévotion personnelle dont tu t'en serves pour mettre en ordre certains éléments et comme ça créer des énergies particulières. Alors, les temples, nos ancêtres se servaient aussi pour ça, pour des cérémonies, des méditations, des rituels. Alors, la conclusion, c'est que oui, mais aujourd'hui, tous les centres archéologiques ont des règles de visite, des restrictions extrêmes, à tel point que jusqu'à une quinzaine d'années ou 10 ans dans le passé, et je pouvais faire des cérémonies ouvertes sur la Machu Picchu, par exemple. Mais depuis une décennie, c'est interdit, à tel point que les gens ne peuvent pas actuer d'une manière libre, avec du respect, sur les centres historiques. Et tout ça, ça a changé. L'administration de ces endroits historiques ont devenu radicales, extrêmes. Et à tel point que si jamais on est avec un groupe de personnes intéressées sur la partie méditative, et si on s'installe dans un centre culturel qui sont des endroits de visite, et on s'installe, on s'assit, fermons les yeux, les gardes vont venir à te dire de partir et te déranger techniquement.
Alors, maintenant, tous ces centres historiques, on fait les visites, respectant les régulations extrêmes qui existent aujourd'hui. Mais au départ, dans les temples, faisaient des rituels chamaniques, oui. Oui, oui, oui. D'accord, ok. Justement, on va passer au prochain sujet. On va parler de sacrifice. Très bien. Alors, pour les gens comprendre qu'il y a certains peuples qui aujourd'hui, des peuples contemporains, qui aujourd'hui, ils écrivent sur l'histoire des différents peuples du passé. Sont des peuples dominants qui aujourd'hui décrivent sur n'importe quel endroit de la planète. Au numéro un sont les gens des États-Unis qui vont aller n'importe où et décrire sur l'histoire des différents peuples. Mais le problème, c'est que dans cette sorte de recherches, académiquement parlant, qui sont faites par des chercheurs des États-Unis, il existe un paradigme toujours. Et dans ce paradigme, il doit exister toujours, pour mieux comprendre les actes du passé, il doit exister et le son, parce que souvent, ils ont cru et ils vont à la recherche de découvrir ou de justifier ou de forcément déclarer que les différents peuples dans le passé faisaient du sacrifice humain. Alors, ça, c'est un des paradigmes de ces spécialistes, de qu'il doit exister toujours du son. Et le deuxième, dans leur paradigme, c'est l'esclavitude. À tel point que si nos ancêtres, ils ont travaillé, ils ont construit des choses surprenantes, doit être justifié qu'ils avaient réussi à faire ça parce qu'ils avaient des esclaves. Alors, ça sont les deux points assez forts dans l'interprétation occidentale sur les peuples du passé. Et ça, c'est terriblement mal compris. Et forcément, à la recherche de certaines petites évidences quelque part, pour dire, tiens, les peuples des ancêtres, les Incas faisaient du sacrifice humain. Alors là, il faut faire attention, par de simples raisons. Et dans l'histoire de la planète, les différentes sociétés ont toujours eu des actes qui vont contre le bonheur des autres, et des fois, ils ont profité de leur pouvoir militaire, économique, pour massacrer des autres. À tel point qu'il y a eu des massacres des autres peuples, que si nous, on sera des observateurs de l'histoire dans l'avenir, dans 5 siècles dans l'avenir ou un millénaire dans l'avenir, et on retrouvera des évidences de ce qui s'est passé en Allemagne, en France, aux États-Unis, etc., retrouvons des évidences des corps coupés et placés dans différents coins, etc., par des guerres ou quoi que ce soit. On pourra interpréter depuis l'avenir de que tout ça, c'était des actes pour rendre à leur dû à l'époque ancienne. À tel point que nous, dans l'avenir, on recréera la même histoire de ce que les peuples occidentaux aujourd'hui font en relation au passé, sans comprendre qu'il y a eu toujours des actes isolés. Par exemple, imagine-toi que nous, on parte dans la jungle et on se rapproche des groupes tribaux, que ces groupes tribaux, ils étaient tellement perdus dans la forêt qu'ils n'ont jamais eu des contacts avec des autres individus. Ils se croient qu'ils sont seuls, mais qu'à la fin, la planète est beaucoup plus grande, mais ils ne nous connaissent pas. À tel point que dans leur interprétation, ils pourraient juger de que nous, on peut mettre en risque la stabilité de leur peuple, et peut-être qu'ils vont nous tuer. Et depuis qu'ils nous tuent, ils vont nous décapiter, ils vont mettre chaque partie de nos corps
un peu dans montagne, vallée, rivière, etc., pour montrer à n'importe qui se rapproche d'eux ce qui peut les arriver. Cette pratique isolée d'un peuple petit, si jamais on retrouve cette évidence ici, là-bas, ailleurs, etc., les écrivains, les rechercheurs occidentaux vont conclure de que ça, c'est les évidences de que la société faisait des sacrifices humains parce qu'ils ont retrouvé certaines évidences. Il ne faut pas confondre ça. Il y a toujours eu des pratiques isolées, partout. Souviens-toi, dans les années 70 et quelques, en Europe, entre la Suisse et la France, des sectes extrêmes religieuses mystiques, une s'appelait secte solaire et deux autres faisaient des sacrifices de leur groupe d'une manière ritualistique parce qu'ils devraient arriver dans une dimension supérieure. Et ça, c'était dans l'histoire. Tu peux faire la recherche. Il y a plus ou moins une vingtaine d'années, dans l'hémisphère nord, il était visible le comète, à tel point qu'un groupe fanatique mystique a décidé de se tuer pour suivre le comète. Alors, sinon, on va prendre toutes ces évidences isolées. On pourra conclure que les Français faisaient des sacrifices humains, que les Suisses faisaient des sacrifices humains, que les Nord-Américains faisaient des sacrifices humains. Alors, il ne faut pas être si simple dans la compréhension de l'histoire. Mais, de nouveau, il y a des chercheurs occidentaux qui adorent ça, à tel point que ça forme partie de leur paradigme. Doivent exister toujours le sang et l'esclavage pour mieux comprendre les ancêtres. Imagine-toi quelle erreur. Et cette erreur se répète et se répète. Et ça, c'est un problème terrible, vraiment, qui, en fait, n'aide pas l'histoire. Tu ne peux pas dire tous les Allemands étaient terribles par une évidence historique. Tu ne peux pas dire dès que la partie politique française est vraiment terrible parce qu'avant de la Révolution, ils avaient des esclaves. Alors, tu ne peux pas faire une chose générale. Alors, les écrivains occidentaux, ils font cette erreur. Quand ils ont trouvé une évidence ici, une autre pratique là, isolée, ils décident de donner cette condition de pratique à toute la société des Incas, et ça n'a rien à voir, ou à tous les ancêtres. On a beaucoup plus d'évidence des technologies de nos ancêtres que de cette sorte d'évidence forcée que les Occidentaux essayent de chercher pour nous dire à nous, voilà, tes ancêtres, tu es des autres parce qu'ils avaient le plaisir ou parce qu'ils croyaient que tu es des autres, leur Dieu va être bénévole. Mais quel problème simple, vraiment. On ne peut pas arriver à une conception assez simple, naïve, ridicule. Alors, les technologies, les sciences n'ont beaucoup à voir avec la croyance populaire. Alors, il faut aller beaucoup plus loin. Les gens qui se préoccupaient pour améliorer les meilleures conditions de la production des aliments, les meilleures constructions de leurs maisons, les observatoires pour mesurer l'arrivée des solstices équinoxes, qui vont avoir le plaisir de tuer une petite fille, de tuer des autres pour faire honneur à leur dieu. Mais quelle sorte d'interprétation c'est ça? C'est un peu ridicule, hein? Quand on est limité à croire toute cette sorte de choses, et que je comprends, ça forme partie de la littérature classique. Mais ici, on est en train de réécrire l'histoire. Et si jamais il y a quelqu'un qui veut dire, bon, ça c'est l'exemple, je veux dire, tu me donnes cet exemple, je te donne 10 contre. Alors, je ne peux pas prendre la pratique isolée comme une pratique générale. Ça, c'est une erreur terrible. Et là, il faudra quand même réécrire l'histoire. Oui, tout à fait. On va passer au dernier sujet, on va passer à l'archéologie. J'ai des photos à passer, puis on va en discuter ensemble. Parfait. Il y a une photo tout particulièrement qui m'intéresse. On va la mettre. Voilà, c'est celle-ci.
Saïguité. Oui. Ouais. Ça, c'est un rocher qui se trouve encore dans la région de Cusco, voisine avec la région d'Apurimac. Et ça, c'est un rocher formidable où les sages ont décidé de tailler toutes sortes de formes. Entre les formes, on a des serpents, on a des pumas. Il y a aussi tellement des escaliers, des petites choses comme ressemblant des fontaines. Alors, c'est une agglomération des éléments tout ensemble. Mais à part cette photo, à part cet endroit, ce rocher, si nous nous promenons dans l'endroit, on va redécouvrir des plateformes, des hôtels, des trônes, des systèmes d'irrigation. Ça, c'est un endroit formidable. Hein? La photo montre un petit morceau. Oui. Évidemment que le rocher, il est formidable. Comment est-ce qu'il avait taillé? Alors, et ça, c'était une des spécialisations de nos ancêtres. Il y avait des groupes de tailleurs, il y avait des groupes d'artistes, il y avait des groupes de prêtres, de prêtresses, et tous ces gens-là indiquaient qu'est-ce qui devrait être placé dans certains endroits. Et arrivant là, on pourrait lire un tout petit peu sur la présence des animaux qui pour nous représentent beaucoup, comme les animaux de puissance, depuis le serpent, le puma, le condor, le lama, le colibri et tout ça. Alors certains entre ces animaux se trouvent là, dans ce rocher-là. C'est Saïguité. Ouais. Moi, j'ai voulu présenter cette photo parce que je trouve qu'elle est d'une précision et je pense que même aujourd'hui, on serait peut-être incapable de faire ce qu'ils ont fait. Et moi, ce qui m'intéresse par rapport à cette photo, c'est de savoir est-ce qu'on a redécouvert comment ils ont pu justement tailler cette roche parce qu'on a l'impression que c'est une ville. Tu sais que c'est incorrect de dire qu'aujourd'hui, on ne sera pas capable de faire ça. Aujourd'hui, on est tout à fait capable de faire ça. Et il faut aussi comprendre que les coupures, les tailles, les styles, la précision de tous ces travaux étaient faits par des spécialistes qui dédiaient leur vie à connaître la durée des pierres qui avaient des objets, des artefacts, ils avaient des pièces pour travailler sur les pierres sans problème. Et les évidences des outils qu'ils se servaient pour faire tous ces travaux, beaucoup de ça, on a dans les musées. On a des évidences. D'accord. Ce n'était pas en fait 2, 4, 10 individus qui s'installaient autour du rocher et commençaient à imprégner avec des invocations et bon, voilà, le rocher s'est transformé. Non, ça c'était des tailleurs, ça c'était des spécialistes en pierre. Il faut comprendre de que toutes ces évidences qu'on les voit, ou face à nos yeux, devient difficile à nous-mêmes le faire, à moi-même personnellement, par exemple, je ne suis pas un tailleur. Si jamais quelqu'un va me dire, bon tiens, ici tu as les outils, alors je veux que ce rocher-là, tu le transformes. Peut-être que je prendrai toute ma vie pour le faire, ou quelques bonnes semaines ou mois, etc., parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais il y a des gens qui ont dédié leur vie à faire ça. Il faut commencer à donner du crédit aux spécialistes. Les tailles qu'on voit dans le rocher n'étaient pas faites par les cuisiniers, n'étaient pas faites par les fermiers, n'étaient pas faites par le poète, n'étaient pas faites par les chanteurs. C'était fait par des gens dédiés des années et des années pour tailler dans les pierres. Alors, il ne faut pas confondre, il faut donner la reconnaissance au groupe de spécialistes qui existent, comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a des gens impeccables. Ce que mes ancêtres m'ont enseigné, c'est de donner le respect et la reconnaissance à l'être humain, parce qu'ils nous ont montré tout ça. Et c'est ce qui nous manque encore aujourd'hui dans certaines parties du monde, le respect de l'être humain. Ouais. Alors, voilà. On va parler maintenant de tailleurs de pierre et comment ils ont pu tailler ces énormes blocs et les monter comme
on a vu, on en avait parlé la dernière fois du côté de Cusco par rapport à la forteresse. À Sacsayhuaman. Oui. Bon, tout d'abord, Sacsayhuaman, ce n'est pas une forteresse, n'a jamais été une forteresse. C'était les temples pour rendre hommage au soleil, la lune, les étoiles, la vie, les éléments et tout ça. C'est le majeur temple créé dans les ondes. Et où il y a des pièces de rochers qui arrivent à 80 tonnes, à une centaine de tonnes. Et les spécialistes ont mesuré que les pièces les plus grandes arrivent plus ou moins à 130 tonnes. Et il y a eu des grandes confusions en relation à Sacsayhuaman, surtout par les gens qui ne le connaissent pas. Les gens qui n'ont pas été dans la région, à tel point qu'il y a eu des gens dans la littérature mystique qui ont toujours interprété qu'ils ont déplacé depuis très longtemps, les rochers pour la construction de Sacsayhuaman. Et tout ça, c'est faux. À Sacsayhuaman, ils n'ont pas transporté des rochers et de grandes distances du tout, parce que toute la région, c'est du calcaire. Et la pierre dont nos ancêtres se sont servis pour la construction de Sacsayhuaman, c'est du calcaire majoritairement. Il y a des petits morceaux où il y a du basalte, mais en général, c'est du calcaire. Les gros rochers qu'on les voit dans les photos, c'est du calcaire. Et ça existe un peu partout dans la partie voisine. Alors, ils n'ont pas transporté de loin du tout. Et certaines grosses pierres, ils ne l'ont pas transporté du tout. Ils l'ont simplement adapté, bougé et adapté les pièces qui manquaient pour compléter l'idée de ces structures de murs. Alors, sur le transport à Sacsayhuaman n'était pas en grande distance du tout. Et c'est, je dirais, assez accessible, même accessible, parce qu'il y a des grosses agglomérations rocheuses partout. Sur les tailles, sur les coupures de pierre, je vais donner un exemple facile. Imagine-nous un grand rocher. Imaginez-vous un rocher d'une centaine de tonnes, ou 200, ou 400 tonnes. Imaginez-vous un grand rocher. Un rocher, c'est une unité comme résultat de l'agglomération de petits morceaux que par le temps où il y a eu la participation du froid, de la chaleur, de la sédimentation après des millions et millions d'années, se sont rassemblés à tel point que le rassemblement de plusieurs morceaux n'ont pas créé des possibilités souvent de voir où sont ces unions. Mais quand même, des spécialistes qui connaissent des rochers pourraient actuer dans cette union qui au départ s'est passée entre les différents morceaux et actuer dans cette union connue comme des fissures, des fractures naturelles dans les rochers. Alors, ces gens-là devraient actuer dans les fissures et fractures qui existaient déjà dans les rochers et les séparer. Après de créer toutes ces séparations-là, ils pourraient polir et le rassembler, à tel point que le résultat sera de que dans les ondes, dans toutes les photos qu'on va les voir, ou même si vous venez ici, vous n'allez jamais trouver deux pierres égales. Et pourquoi il n'existe pas deux pierres égales pour faire les constructions de toits? N'existait pas, parce que ça, ce n'était pas le but de nos ancêtres, d'essayer de chercher la symétrie, la perfection entre les tailles des pièces, des pierres, sinon simplement rassembler tout d'une manière organique. Alors, je sais que peut-être dans la explication verbale comme ça, si on ne le voit pas in situ, les gens vont s'en douter si ça c'est comme ça ou pas. Mais si jamais il y a l'occasion de vous venir, faites-nous savoir. On va vous montrer comment est-ce que nos ancêtres travaillaient. Il est surprenant, évidemment que oui, mais il y a des évidences de tout ça. Oui. Alors. Ça, c'est Ollantaytambo. Voilà.
Ça, Ça, c'est des... de Ollantaytambo et sont également des structures qui existent dans les sites archéologiques de Ollantaytambo. Et le calcul des poids de ces rochers-là entre les moyennes et les plus grandes, et les spécialistes ont calculé qu'il y a entre une trentaine de tonnes à 60 tonnes, les pièces qu'on les voit là. Et évidemment, de nouveau, même si ce sont des pièces taillées d'une manière surprenante, dans la photo antérieure et dans la photo précédente, tu peux voir que les mêmes endroits, ils non nous montrent deux pierres égales. Tous sont Oui, tailles différentes. Et pourquoi? voilà. La base, c'est de suivre la partie organique du rocher mère. C'est ça, elle est là, la pierre, ouais. Elle n'a pas de... Aucune pierre n'est identique. Ni n'existe pas. N'existe pas. Alors là, ça nous donne la réponse. S'il n'existait pas de pierre égale, c'était parce qu'il n'avait pas l'intérêt. Ça, c'est une fontaine dans un rocher in situ. Le rocher, il se trouve sur la place, et dans ce rocher-là, ils ont profité pour créer un système de canalisation et faire des coupures de taille dans le rocher, comme on le voit, des dénivelés, des escaliers et des protubérances. Donc, ce photo-là, je vais voir si jamais je te fais arriver des autres photos, parce que dans cet endroit-là, par exemple, là, dans la photo, on ne peut pas le voir, mais dans ce même endroit-là, quand le soleil va se coucher pendant le jour du solstice de décembre, le soleil se trouve dans une position à tel point que les rayons vont toucher à une partie de la fontaine et va projeter de l'ombre. Et l'ombre qui se projette, c'est l'image d'une prêtresse, d'une dame qui est en train de faire son offrande ou sa révérence à l'élément de l'eau. Alors la photo est cette évidence astronomique et impressionnante. Et je l'ai publié mon livre Centre de puissance dans les ondes. Là se trouve publiée la photo qui est impressionnante. Comment est-ce qu'ils avaient créé par la lumière et l'ombre le profil d'une prêtresse qui tient ses mains et dans ses mains l'eau tombe d'une manière ritualistique assez surprenante. Alors ça, c'est une fontaine à Ollantaytambo également, avec des tailles spectaculaires, mais in situ, dans le rocher. Machu Picchu. Alors, quand est-ce qu'elle a été construite, Machu Picchu? La photo est à l'envers, ça va? Oui. Alors, je préfère le dire parce que souvent, la Machu Picchu, des fois, le publie comme ça, mais la photo est à l'envers, ça va? Non, ce n'est pas la position correcte d'observer Machu Picchu. Je fais la remarque parce qu'on connaît bien l'endroit et j'en vois clairement que la photo est opposée. Alors, Machu Picchu, tout d'abord, Machu Picchu n'a pas été fini d'être construite. Quand on se promène dans la ville, il y a tellement d'évidence où ils étaient en train de couper les pierres, transporter des blocs, faire des systèmes d'irrigation qu'il n'avait pas fini. Il y a des extensions aussi, que les rochers sont en agglomération et que peut-être il avait laissé à la fin pour créer un autre quartier important, installé quoi que ce soit là-bas, et qui n'était pas fini. Alors, ce qui indique que la ville de Machu Picchu s'était fait à la dernière période du processus d'évolution de la civilisation Inca, avant l'arrivée des Européens. Comprendre que les Européens, ils ne sont jamais arrivés à Machu Picchu. Ils n'ont jamais arrivé. Et parce que les sages, ils avaient décidé de cacher la ville, détruire les accès, les sentiers, à tel point qu'après quelques années, la végétation avait poussé et tout ça s'était perdu. Et c'était simplement dans le siècle passé, vers 1902-3, que les premiers gens voisins de la région de Machu Picchu arrivent. Et plus tard, à partir de 1911, un étranger était guidé à Machu Picchu. Ils l'ont pris, ils ont guidé à cet étranger à Machu Picchu et
le média, la partie culturelle, publicitaire de l'époque, hein, à cause de que cette personne avait une origine des États-Unis liée à l'université de Yale, lui ont donné la reconnaissance de que lui, c'était la personne qui avait découvert Machu Picchu. Mais lui, il n'a rien découvert. Il était guidé. Les locaux, ils connaissaient déjà Machu Picchu. Ils l'ont guidé à lui. Oui. Alors, Machu Picchu n'était pas construit il y a 1000, 2000, 3000 ans dans le passé. Non, non, non. Machu Picchu était construit à la dernière partie du processus évolutif de la civilisation Inca. Et c'est pour ça qu'il ne l'avait pas fini. Bien avancé, mais pas fini. Ok. Alors. Voilà. Alors, quels matériaux ils ont été utilisés pour construire le mur de Sacsayhuaman? Sacsayhuaman. De nouveau, Sacsayhuaman était construit avec du calcaire majoritairement. Il y a des petits morceaux de pierre, du basalte, mais qui ne se trouvent pas dans les murs, sinon que c'était des pierres isolées, non, pas isolées, mais qui formaient partie des autres constructions mineures, et que les évidences sont... et les pierres de construction, c'est du calcaire. Et le calcaire, on comprend que même si c'est une pierre dure, ce n'est pas une pierre qui ne soit pas impossible d'être coupée, évidemment. Et de nouveau, il n'existe pas de pierre égale. Il n'y a ça, pas de oui. Tout est organique, tout est organique. Oui. Et tu sais la théorie qui se dit aujourd'hui, quand tu vois le mur, la photo là, non, on dit que la partie du bas, elle est beaucoup plus ancienne que la partie du haut, parce qu'en haut, c'est des tout petits blocs. Donc, on dit que ce qui est en bas, c'est encore beaucoup plus vieux. Alors, ça, c'est l'interprétation assez simple, vraiment, de ces gens-là qui ne connaissent pas l'endroit. Alors, il faut connaître l'endroit. C'est pour ça que la littérature mystique fait des erreurs terribles quand on se met à faire des interprétations sur les évidences historiques. Alors, tu sais que ça, c'est du calcaire. Et on sait bien que le calcaire, dans le temps, finit pour s'abîmer, détruire et être affecté par le temps, les conditions climatiques et tout ça. Et on le voit tout d'ailleurs là-bas. Hein. Quand on arrive, on voit les traces des pluies, de la grêle et plein de phénomènes naturels. Alors, la littérature mystique, il faut la regarder simplement comme ça. Et si jamais il y a quelqu'un qui le propose et essaie de le prouver, on lui invite à venir pour nous montrer. Et on verra que ce n'est pas de ça du tout. Hein. Ça, c'est du calcaire depuis la base jusqu'au bout. Alors, ça me plaît beaucoup, ça. Ah, ça, c'est Morai. Morai. Ça sont les terrasses de la Pachamama. Ce sont des terrasses circulaires, comme on les voit là. Et ce que c'est très important, bon, dans la photo, on arrive à voir simplement un groupe de terrasses circulaires, mais on a 4 groupes de terrasses circulaires là-bas. Et 3 de ces groupes ont des terrasses de 7, au numéro de 7. Si on va compter là, on retrouvera qu'il y en a 7 circulaires, et à part ça, à côté droit, il y a 12. En général, à côté droit, on verra qu'il y en a 12, hein, mais circulaire, il y a 7. Dans l'autre groupe, il y a aussi 7, et il y a un troisième groupe aussi 7. Le quatrième groupe n'est pas dans la même projection numérique, mais qui est plutôt dans la partie de la polarité assez importante. Et alors, dans ces endroits-là, nos ancêtres, ils voulaient produire le mieux de ce que la Terre produisait et ce que la Terre allait nous offrir, à tel point que les ingénieurs, les spécialistes botaniques, les spécialistes de la Terre de l'époque, ils préparaient le mieux de tout, à tel point que devenait un endroit d'expérimentation, de préparation, de création à cause pas simplement des conditions climatiques, mais aussi de l'énergie.
ils avaient créé des charges magnétiques, hein, considérant les structures, parce que ça, c'est une manière d'imprégner avec de l'énergie. Comme par exemple, la ville de Cusco avait la forme d'un puma, et le puma, c'est le félin qui nous invite à dépasser nos limites, à reconnaître notre environnement et pouvoir gagner une force personnelle, à tel point qu'à l'époque que nos ancêtres avaient créé la ville de Cusco, l'intention c'était que la nation devienne si forte pour se répandre un peu par toute la cordillère des Andes et créer un des empires les plus grands de la planète, du passé. Alors ici, nos ancêtres, ils avaient imprégné cette race circulaire et tout l'ensemble avec l'énergie Pachamama. Pachamama veut dire mère-terre. Et si on a la mère-terre qui est concentrée énergétiquement dans cet endroit, et on veut créer des conditions idéales pour avoir des productions de céréales, de graines ou des autres produits, alors la Pachamama va imprégner avec le meilleur. Et tout ça devrait se dérouler avec des systèmes ritualistiques, avec des invocations, des chants, des célébrations, parce que ça sont des manières ritualistiques qui vont renforcer l'énergie de n'importe quel endroit. Et ça peut s'expérimenter même aujourd'hui. Et si jamais on rentre dans un espace où il y a un groupe de personnes qui sont en train de faire des mélodies assez harmonieuses, ça va nous mettre aussi dans un état de conscience différente. Hein. Oui. Et de toute manière, si on rentre dans un espace où il y a des gens qui sont en train de célébrer, ça nous fait rentrer dans l'énergie de célébration. Alors, ça sont des conditions, je donne un exemple simple, mais ici, dans ce cas, ça sera l'énergie Pachamama, Mère Terre, la meilleure vibration pour transformer tout ce que les sages voulaient produire, à tel point qu'au départ, par exemple, dans certains aliments, les pommes de terre, au départ, c'était vénéneux, et c'était les génétistes de nos ancêtres qui l'ont transformé pour devenir mangeable et pas simplement avoir une sorte de variété de pommes de terre, sinon avoir des grosses variétés de pommes de terre à tel point qu'elles sont délicieuses. Et aujourd'hui, les pommes de terre se sont répandues dans la planète. Alors, Oui, ça, c'est oui. ici de nos ancêtres. Également la quinoa, également la maca et des autres produits qui aujourd'hui commencent à être reconnus dans la planète. Alors, voilà. Quels sont les symboles importants de l'architecture que l'on peut voir à Coricancha? Coricancha. Le Coricancha, c'était le temple du soleil. Et il faut comprendre que dans une société avancée telle des Incas, ils avaient tout essayé de mettre en ordre. Et ils avaient une manière assez intéressante d'organiser la partie urbaine de la ville de Cusco comme capitale. Ils savaient diviser la ville, une partie bas, une partie haute, à tel point que la partie bas et la partie haute se rassemblant allaient créer de l'harmonie dans la ville de Cusco. Et si jamais la ville de Cusco rassemble ou rassemble les énergies et se met en harmonie, cette énergie va se répandre dans tous les résidents, dans tous les habitants. Alors, le Coricancha qu'on le voit ici se trouve dans la partie bas. Et c'était le temple du soleil où il y avait aussi des temples de lune, des étoiles. Et pas parce que le soleil est Dieu, hein, pas rien à voir avec ça, ou la lune, non, 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 rien à voir de ça. Ça, c'est le respect qu'on a aux éléments, le respect qu'on a aux animaux, etc. Alors, ça rentre dans la partie énergétique, la partie chamanique, la partie qui nous remet à être plus en communion avec notre environnement. Alors, dans la partie bas de la ville se trouve le temple du soleil, le Coricancha. Et le Coricancha est lié à la partie sexuelle du puma. Et la partie sexuelle dans notre vie représente la partie la plus forte. C'est la partie qui nous donne la vie. C'est la partie de la création. Alors les sages, ils avaient fait une distribution organique dans la ville et depuis qu'ils avaient placé le temple solaire dans la partie sexuelle de la ville, c'était comme nous dire, à partir d'ici, on fait notre création. Et ça, c'est formidable, vraiment. Et
ça, c'est un dommage que depuis l'arrivée des Européens de l'époque, dans le XVIe siècle ici, le Coricancha, le Temple du Soleil, ça appartient au Vatican. Et c'est le Vatican qui administre le Temple du Soleil. Et aujourd'hui, quand on visite, on voit une partie du temple, la partie que l'Église te offre comme visible pour être visitée. Il y a des parties qui se trouvent certainement cachées, souterraines, etc. Mais la partie visible, la partie à visiter, elle est assez surprenante. Parce que ça se trouvait à la capitale. Cusco, c'était la capitale de l'Empire. Oui. Dans les capitaux, il existe le mieux de mieux. Alors, le Temple du Soleil, le Coricancha, te montre des précisions de construction impressionnantes. Peut-être les plus précis qui existent dans tout l'Empire d'évidence actuelle, c'est le Coricancha. C'est le Temple du Soleil. Mais même là, tu ne vas pas retrouver deux pierres égales. C'est de nouveau organique. Et le type de pierre dont ils se sont servis pour la construction de ce temple-là, c'est du basalte volcanique. Et pense bien, pourquoi volcanique? Parce que volcanique vibre moléculairement avec l'énergie du feu. Et le feu terrestre, c'est le mieux élément pour être connecté avec le feu céleste, le feu du ciel, le soleil. Alors, il y avait tout un système de symbolisme imprégné dans tous ces endroits. Alors, les sages, ils ne construisaient pas simplement parce qu'ils avaient l'envie ou non, non, c'était étudier, mesurer, mettre en accord des spécialistes qui se rassemblaient et pour conclure, quoi faire. Alors, ça, c'est le cas du Temple du Soleil. Évidemment qu'il y a beaucoup plus de détails, mais il faudra faire une guidance à l'intérieur pour les gens le voir. Et ici, on s'en sert de la photographie pour donner aux gens une idée. Alors, les premières terrasses qu'on le voit sont encore des présences originales. Et la partie supérieure, c'est déjà l'église, qui s'appelle aujourd'hui Santo Domingo. Bon, et qui s'est installé dans la partie de ces structures. Mais les bases et l'intérieur, à l'intérieur sont aussi des pierres de taille Inca. Certaines parties étaient renouvelées, reconstruites, mais les évidences qu'on les voit encore sont surprenantes. Ah, ça, c'est bien ça. Ça, c'est Pinto. Oui, Piton. Ah, Tipon. 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 Mais la photo n'est pas sortie. Hein? Je ne la vois pas. Si tu dis Tipon, c'est Tipon. Ça, c'est un autre centre. Je ne sais pas si la photo va être visible. En tout cas, je ne la vois pas. Hein? Mais Tipon, c'est un autre centre. Voilà. Ça sont les systèmes d'irrigation de Tipon formidables. Ça, c'est une combinaison de technologies hydrauliques avec la création artistique surprenante. Ça, c'est un des endroits les plus magnifiques qu'on a ici dans les ondes. Il est encore vivant, ce que veut dire il est encore en marche, ça fonctionne, des grandes terrasses, et qui avait comme but une pratique similaire à celle des Moraï. Les terrasses circulaires, pour la création du mieux de mieux, ici, c'était également égal. Ici, nos ancêtres, ils voulaient créer les meilleures conditions pour des productions exclusives. Pas simplement des pommes de terre, pas simplement du maïs dans les parties plus bas, et des céréales, des graines, mais aussi des plantes énergétiques. Entre les plantes énergétiques, ils pouvaient se servir pour transformer leur chimique personnelle et créer des plantes magiques et tout ça. Bon, Tipon, ça c'est un endroit peu visité encore, et il n'est pas loin de Cusco, et qu'ils ont restauré un sentier qui nous fait arriver jusqu'au sommet. Et dans le sommet, on peut retrouver des constructions énormes encore. Et alors, ce qui nous montre l'intégration, pas simplement les sites archéologiques visités, mais sinon tous les alentours. Alors, Tipon, c'était une grande communauté installée dans la région sud-est de Cusco, et qu'on le connaît bien par tous ces systèmes hydrauliques bien précis. C'est vraiment, j'ai vu des photos, moi, des constructions, et en plus, ça fonctionne encore aujourd'hui. Hein. Oui. Ouais.
Moi, la photo qui me plaît, c'est celle-ci. Non, il y en a des autres sur le même endroit, hein, que si Oui, tu peut-être que euh, par une prochaine, si jamais, alors tu me demandes et je t'envoie comme ça des photos surprenantes des autres endroits. moi, elle me plaît parce qu'aujourd'hui, il utilise encore. Il n'y a pas d'autres ponts. Non, 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 ça ça, mais comme site archéologique, hein, ça fonctionne. Mais évidemment que dans les sites archéologiques, c'est interdit de faire des pratiques de culture. On ne peut pas aller planter et on ne peut pas faire cultiver là-bas parce que c'est interdit. C'est un site archéologique. Hein. Si jamais s'ils donnent l'opportunité de planter là, les gens peuvent faire des fouilles. Et dans des sites archéologiques, n'importe qui peut trouver encore des choses. Hein. Alors, tous ces endroits-là sont protégés par des lois du pays, dont les lois qui protègent l'héritage. Est-ce que tu vois le pont? Oui, 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 ça c'est doit être le pont de Escuchaca ou le Ouais, c'est pont, ça. voilà. Et ça c'est un pont qui s'est reconstruit de mois en mois. Et jusqu'il y a quelques années, les communautés qui administraient le passage de ce pont-là, chaque période, ils devaient le reconstruire. Et c'était surprenant parce que Oui. une des manières de traverser d'un côté à l'autre, mais après quelques années, 3 4 ans, il faut le refaire. Parce que l'Ichu, que c'est la base de la création de ce pont-là, s'abîme hein, parce que c'est organique. Hein. Alors, les spécialistes, ceux qui connaissent le travail, et que ce n'est pas simplement individus, sont des communautés qui se rassemblent pour la restauration, la rénovation ou la récréation du pont. Et c'est devenu comme l'héritage reconnu par la UNESCO et tout, mais que j'ai entendu par des gens qui récemment ils ont visité que de mois en mois, les gens sont intéressés à le refaire parce que ça demande un travail assez organisé et qu'il est surprenant, c'est une des manières comment est-ce que nos ancêtres pouvaient traverser d'un endroit à un autre. Et ça, c'est un des styles de pont. Et les évidences, on les retrouve, hein, mais ça, c'est un des ponts assez bien préservés où il y a eu des recherches, des photographies, des films sur ce pont-là. Moi, j'ai vu un reportage justement comment ils ont restauré, comment ils ont refait un pont, même type de pont. C'est impressionnant comment ils ont les techniques qu'ils ont eues pour justement créer ce type de pont. Comme tu disais, c'est des métiers différents, comme le tailleur de pierre, il connaît la Ouais, pierre, ouais. et celui qui fait les végétaux pour justement créer le pont, il connaît la matière lui aussi. Et oui, alors chacun dans son domaine. Hein, et ça, il Oui, faut commencer à respecter et ne pas mélanger. Et c'est comme aujourd'hui, peut-être qu'on ne sait pas bien comment ça fonctionne techniquement, la partie mécanique du portable, de l'ordinateur, mais les ingénieurs, ils vont savoir comment ça marche. Et peut-être qu'on regarde quelqu'un qui n'a aucune idée de la technologie de ces sortes de produits, et peut-être que sera une technologie extraterrestre, les portables, l'ordinateur et plein d'autres choses. Mais peut-être que les ingénieurs qui ont dédié leur vie pendant des générations de fois, des années, ont arrivé à comprendre comment est-ce que les codes, les matériaux, les systèmes de transmission, etc., doivent se mettre ensemble pour créer des produits qu'aujourd'hui on s'en sert. Alors chacun dans leur domaine. Il faut oui. commencer à honorer l'être humain pour leur spécialisation. Ah là, celle-ci aussi, elle me plaît beaucoup. Et ça sont des dépôts, des silos qui existent à Ollantaytambo et sont des constructions plus simples, disons comme ça, parce que c'était pas en fait travailler avec des structures solides comme la pierre précise hein, dans les temples, dans les palais, parce que c'était fonctionnel. Fonctionnel veut dire, bon, on va garder des objets, on va garder des grains, des céréales, etc. ici,
et parce que, à cause de l'altitude, cet espace-là, dans les après-midi, froidi, il y a le vent couramment qui passe et tout ça va créer des conditions en température plus bas pour maintenir les choses qu'il voulait garder là-bas. Alors, ça sont des dépôts, des silos dans la région de l'Indre-et-Tambo, et ça, il y avait beaucoup dans les Andes, à tel point qu'une partie de leur économie était basée dans la quantité de production qu'ils avaient en excès. Ils pouvaient les garder dans les dépôts pour s'en servir quand il y avait des nécessités. Tu le vois là? Ça sont des chulpas, des tours funéraires. Des tours funéraires. Et ça, c'était une des manières, dépendant de certains territoires, surtout dans les endroits où il y avait un peu plus d'espace, ils avaient une pratique de créer des tours funéraires sur la terre. Quand ils n'avaient pas de l'espace, ils adaptaient des espaces funéraires dans les rochers, dans les collines, dans les falaises, parce qu'ils n'avaient pas trop d'espace. Et dans la région de la côte, ils faisaient des endroits funéraires sous la terre pour être mieux protégés par la présence de la chaleur ou de la humidité. Ils le faisaient à l'intérieur de la terre. Alors, ils avaient des pratiques différentes dépendant de chaque espace géographique. Mais ça sont des tours funéraires. Et il y en a tours funéraires dans certains endroits, vraiment, des chulpas. Et ça sont assez répandus dans les montagnes. Ah. Ça sont des aqueducs dans la région de Nazca. Et de nouveau, hein, peut-être que si moi je ne suis pas doué à découvrir des sources d'eau souterraines, il y aura des gens qui ont eu une perception, une reconnaissance, pouvoir ressentir les vibrations et dire, mais tiens, quelque chose se passe sous la terre. Alors, ça sont des aqueducs impressionnants et qu'ils savaient créer des accès, comme tu vois, des accès en spirale, comme ça. Oui. Et pas simplement un espace, sinon qu'on a beaucoup de ça aligné pour pouvoir le maintenir, le nettoyer et aussi permettre l'oxygénation dans tous ces conducteurs par où passer de l'eau souterraine et se servir pour des systèmes d'irrigation. De nouveau, est-ce que tout ça sont des croyances? Non. Ça, c'est la pratique, ça, c'est de la technologie de la Terre, ça sont des ingénieurs hydrauliques. De nouveau, en ça, tu n'as pas besoin de croyances, tu as besoin d'être pratique, de mettre en conscience tout ton être, parce que tout ça, ça va t'aider dans ta vie. Et ça se trouve dans une région désertique où il ne pleut pas. S'il ne pleut pas, comment est-ce qu'on va nourrir nos cultures? Il faut chercher les conditions et on n'a pas de rivières qui descendent des montagnes pendant toute l'année, seulement à la période des saisons de pluie. Mais chaque fois que les eaux du ciel tombent, disparaît pas, pénètrent et va se créer à la nappe phréatique des conditions, des sources d'eau et ces spécialistes devraient observer, sentir et découvrir. Alors ça, c'est un des endroits spectaculaires et qui aujourd'hui, évidemment, doit être entretenu pour être mieux préservé. Ouais. Alors, là, on a une dernière photo avec Sipan. Sipan, le tombeau de Sipan. Et dans les années 87, il me semble que c'était cette année-là, un groupe de spécialistes découvre dans la partie nord un tombeau et une des personnes qui était dans la découverte
c'était Mr. Alva. Et quand il découvre le tombeau dans la région de Sipang, il découvre que dans ce tombeau-là, le chef, le leader qui était enterré là, avait autour de lui plein d'autres évidences d'individus et des objets qui nous montraient vraiment comment est-ce que certains individus étaient enterrés et comment une sorte de mausoleum, comme ça pour être préservé, pour être protégé, accompagné. Mais le plus impressionnant de tout ça sont les objets trouvés. Entre les objets, il y avait plein d'objets faits en or avec des décorations impressionnantes et que les évidences de ces pièces qu'ils avaient trouvées là nous donnaient une idée sur la complication, sur la perfection de certains objets. Et il y a eu des expositions dans les musées. Et je ne suis pas au courant où se trouve l'exposition actuelle, peut-être au Musée de la Nation à Lima, peut-être, mais pendant certaines périodes, ils l'ont montré. Dans les pièces, il y a eu des spécialistes qui ont essayé d'interpréter comment est-ce que nos ancêtres pouvaient faire certaines combinaisons de métaux, et surtout des bandes avec l'or pour couvrir certaines pièces. Et la conclusion dont ils avaient arrivé, c'est qu'il faudra avoir des réactions chimiques pour pouvoir créer des conditions idéales pour imprégner certains objets avec de l'or. Mais comme résultat, la conclusion, c'était que les évidences retrouvées dans ce tombeau étaient comparables d'une certaine manière au tombeau de Toutankhamon en Égypte, par la perfection de certaines pièces. On n'a pas besoin d'exagérer en dire non, une c'est meilleure que l'autre. Non, non, mais simplement pour donner la valeur à ce qu'ils avaient découvert ici. Ça, c'est dans la partie nord du pays, parce que la culture qui dominait dans la région nord, c'était la culture mochica, et à la fin, c'était la culture Chimu. Et la culture mochica, comme pré-inca, avait dominé toute la région nord, et ils étaient des spécialistes pour travailler sur les poteries et sur les minéraux. Entre les minéraux, travailler avec du cuivre, travailler avec de l'or, avec de l'argent, et les évidences dans ce tombeau étaient uniques. Et c'est vrai qu'en plus, je crois que de mémoire, ils n'en ont pas trouvé beaucoup de tombes de ce type-là au Pérou. C'est la seule. Non, non, il y en a, il y en a beaucoup. Ici, c'était donné la valeur plus que des autres par la quantité des objets combinés. Ah, ok, oui. Non, mais il y en a des autres. Certainement que oui. Ok, bah, j'ai fini mes photos. Il y a juste un dernier petit point, et puis après, bah, je pense qu'on va terminer. Je voudrais savoir ce que tu penses de. Tu as entendu parler Thierry Jamin avec ses interfacts. Il s'appelle Thierry Jamin. Il est au Pérou. Je ne suis pas sûr si c'est la même personne. Et si c'est la même personne, alors je n'ai pas toute l'information, mais il y a, je ne me souviens pas combien de temps, 7 ans ou 8 ans ou 9 ans, il y a ce temps-là, il y a eu un Français qui avait déclaré qu'avec certaines machines, il avait vu que dans un côté de Machu Picchu, c'était le tombeau de Pachacutec. C'est de lui qui en parle? Non, celui-ci, il a trouvé comment dire, des momies extraterrestres. Ah, Tu vois de qui je te parle maintenant? Bon, je ne sais pas la personne qui est lui, mais il y a eu des promotions sur une momie par un crâne allongé qui était interprétée comme une momie d'évidence extraterrestre. Et
évidemment que on ne peut pas nier l'existence extraterrestre du tout. On n'est pas seul dans l'univers. L'univers est peuplé d'intelligence et nous-mêmes, à l'origine, on est des descendants d'extraterrestres. Mais tout ce qu'on a vu était fait par des sages, des spécialistes. Et alors moi, je n'ai aucun problème avec la vie extraterrestre. J'ai personnellement eu mon contact personnel et reconnaissance et tout ça. Et justement, j'ai appris que nous, êtres humains, on a des conditions physiques, anatomiques, alignées, un cœur, un cerveau impressionnant comme résultat de ce processus évolutif cosmique et qu'on est ici dans cette dimension pour justement apprendre mieux comment administrer cette opportunité de vie. Et alors, je sais qu'il y a des gens qui essayent de déclarer, bon, voilà, on a trouvé l'évidence des présences extraterrestres pour justifier tous ces endroits. Et tous ces endroits-là n'ont pas besoin de justification. Tous les endroits qu'on va retrouver ici étaient faits par des spécialistes. Et à l'origine, oui, nous, on est des extraterrestres, à l'origine. Mais depuis des millénaires, on est dans l'expérience terrestre pour mieux apprendre à vivre comme être humain sur cette planète et profiter de ce processus évolutif extraterrestre dans notre intérieur maintenant. Oui. Alors, parce qu'il il est encore au Pérou aujourd'hui, ce Thierry Jamin. Il fait des recherches archéologiques. Mais où, je ne sais pas. Il a trouvé pas mal de momies. Et bon, de nouveau, hein, des évidences isolées, des déformations crâniennes et tout ça, ça a toujours existé dans l'histoire. Hein, alors, oui. Même s'il y a des déformations qui ne sont pas nécessairement également que nous tous, il y a toujours dans la nature des formations assez spéciales. Mais comme conclusion, si on veut justifier la présence extraterrestre pour justifier la création, la construction de tous ces monuments, la question si simple c'est pourquoi pas tous ces extraterrestres qui ont eu une technologie assez impressionnante pour arriver au départ dans notre dimension planétaire, pourquoi est-ce qu'ils ont dû faire tellement de pierres irrégulières pour la construction des endroits? Pourquoi ils n'ont pas ordonné d'une manière codifié comme on fait dans un ordinateur et programmer 1 million de blocs et envoyer de l'énergie pour tout devenir une construction solide, impeccable. Mais tout est organique. Il n'existe pas de pierre égale parce que ça s'était fait suivant le rythme naturel. Ouais. Alors, je préfère avoir le respect dans ce côté-là, mais je n'ai pas besoin de justifier. Il y a des gens qui aiment justifier. Ils disent, moi, personnellement, je ne peux pas le faire. Toi, tu peux le faire non plus. Mon voisin non plus, alors personne ne peut le faire. Qui peut le faire? Extraterrestre. Je n'ai pas besoin de justifier ça. Parce que je préfère te donner la reconnaissance aux spécialistes. Chacun oui. donne. Alors, il y a quelqu'un qui te pose une question qui dit « Toutes les anciennes traditions ont disparu, mais renaissent comme… Comment vois-tu la résurrection des anciennes traductions ?» Tradition. Tradition. Les anciennes traditions. Et alors, en respect, je dirais que les traditions doivent disparaître. Parce que la tradition, c'est la petite pratique d'un petit groupe. Et ce petit groupe était conditionné ayant un résultat en relation à sa géographie, à sa relation familiale ou groupale, et que ça ne marche pas du tout dans une autre région qui peut avoir des conditions complètement différentes. Dans l'expérience chamanique, tradition, c'est une prison, ne te permet pas d'évoluer. C'est pour ça que nos ancêtres, ils n'étaient pas traditionnels du tout. À tel point qu'à Cusco, comme capitale, les sages, ils ont invité chaque année, plusieurs fois par an, différents spécialistes des autres terres pour venir à Cusco. Et si jamais ces autres spécialistes dans des autres terres avaient découvert des choses
pour les mettre en pratique sur la capitale et sur l'Empire et qui pourraient fonctionner d'une meilleure manière, ils étaient invités à rester pour enseigner comment améliorer ce que les autres ne pouvaient pas transformer à tel point qu'ils pouvaient dessécher, qu'ils pouvaient, éliminer les choses qui ne servaient pas. Cette pratique nous indique que les choses qui ne nous aident pas, il faut les enlever. Et là, on casse toutes les traditions. C'est pour ça que les traditions sont prisons. Ne te permet pas d'évoluer. Alors, il ne faut pas confondre la partie intime de l'esprit, la partie ésotérique de l'esprit, de toi personnellement. Ça, si ça t'aide à évoluer, continuez. Mais peut-être, si je suis vegan, si je suis végétalien, je ne peux pas imposer ça à tout le monde. Je dois respecter tous. Peut-être pour moi, ça marche, mais pour les autres, peut-être pas. Alors, je ne pourrais pas dire, bon, voilà, il faut préserver cette tradition. Tradition, c'est prison. Mais il y a des gens qui adorent justifier ça parce que c'était vendu en Internet ou par la littérature mystique. Voilà les gens traditionnels. De quoi vous parlez? Donne-moi un exemple des groupes traditionnels ou des sociétés traditionnelles qui nous ont montré un processus d'évolution assez impressionnant qu'on a besoin ou on aimerait de les suivre. Donnez-moi ce groupe-là. Et ça n'existait pas. Parce qu'en fait, les traditions bloquent le processus d'évolution. Et nos ancêtres ici, ils l'avaient prouvé. Ils ont invité les meilleurs des meilleurs. S'ils avaient quelque chose à contribuer, ils étaient invités à rester pour enseigner et comme ça modifier ce qui n'était pas valable. Simple, pas difficile. Oui, c'est clair. Alors, Malkou, comme la dernière fois, je te laisse le mot de la fin. Parfait. Bon, je te remercie. Il y a ton canal, ta production, d'être un instrument de lumière et pouvoir partager avec beaucoup plus de monde sur la sagesse de nos ancêtres, surtout de quelle manière tout ça pourra nous aider à améliorer nous-mêmes. Et j'invoque au grand esprit de Wiracocha et au grand esprit de Pachacamac de vous guider toujours et que la Pachamama vous baigne avec les bénédictions, sa lumière, son amour, son inspiration pour continuer dans notre chemin personnel. Merci beaucoup à tous et merci beaucoup à toi, mon frère, pour cette opportunité. Beaucoup. Tu restes encore avec moi quelques minutes. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt.